Truands, braqueurs, tueurs en série. Les commissariats voient défiler tous les visages de la criminalité et leurs histoires. Un mec qui agonisait, qui vidait de son sang, et toi tu te marres. Non mais t'as pas honte. J'ai pas voulu le tuer. T'as pas voulu la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je pouvais pas me contrôler. Tu pouvais pas te contrôler? Du simple fait divers à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours dans ces bureaux, entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Certaines de leurs enquêtes marquent leur carrière et leur vie, à jamais. Bernard Pasqualini a 10 années de brigade criminelle derrière lui, quand un jour de janvier 1986, il hérite de l'affaire du gang des postiches. Des beaux voyous, comme on dit au 36 quai des Orfèvres. Entre 81 et 86, ce groupe de braqueurs, grimés en rabbin ou en général russe, attaque les banques des quartiers chics de Paris. Ils visent les coffres-forts des particuliers. En 5 ans, ils en forcent 1300 et dérobent près de 60 millions d'euros. Des hommes jeunes, relativement courtois, disent souvent les témoins, et très efficaces. Bernard Pasqualini, alors inspecteur divisionnaire, les a traqués jusqu'au dernier. Au départ, la presse considérait que c'était peut-être les nouveaux Robin des Bois. Mais très rapidement, tout le monde a déchanté parce que la police était vraiment tournée en ridicule. Avant de devenir le patron du 36, Claude Cancès a été chef de section à la crime. En juillet 1976, il vient d'être nommé lorsqu'on l'appelle pour un triple meurtre à Neuilly. Un couple et leur domestique ont été assassinés par balle. Tout fait penser à un cambriolage qui a mal tourné. Mais quelque chose cloche dans le scénario. Claude Cancès ne s'attendait pas à se trouver devant l'un des pires tueurs en série de sa carrière, celui que la presse surnomma le Landru du Val d'Oise. Quand on a vu cette scène de crime, on a compris que c'était une affaire qui sortait de l'ordinaire, hors norme. Lorsque Bernard Pasqualini prend le dossier des postiches en 1986, cela fait déjà 5 ans que les gangsters narguent la police. Leur histoire commence en 1981. La France vient de passer à gauche. Si un parfum de rose envahit la capitale, c'est l'odeur de la poudre qui plane dans une chambre d'hôtel du 15e arrondissement. Une bande de copains veut s'offrir une vie de luxe. Leur plan, attaquer en série les banques des beaux quartiers. Leur technique est digne de professionnels. Cette équipe-là a donc, ceux qui l'ont mise sur pied, créateurs, ont eu une idée de génie, c'est-à-dire d'allier le savoir-faire des braqueurs et des casseurs. Ils ont entre 25 et 30 ans et une folle envie de s'amuser. Ils attaquent donc déguisés en rabbins, en général russe, avec perruques, moustaches et masques de François Mitterrand. Ils braquent leur première banque en septembre 81. La presse les surnomme rapidement le gang des postiches. Messieurs, dames, bonjour. Ne vous inquiétez pas, on arrive et on repart. Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire. Chacun son rôle, 2 malfaiteurs restent au guichet pour accueillir les clients et les garder en otage. Pendant ce temps-là, l'équipe des casseurs descendait généralement au sous-sol, puisque c'est là que se trouvent les coffres, avec du matériel. Alors ça allait du marteau au burin, de temps en temps un chalumeau. Même une fois, ils avaient les chalumeaux, mais ils n'avaient pas les allumettes. Donc c'est un client qui a donné son briquet, et donc ils attaquaient consciencieusement toutes les rangées de coffres. Apparemment, ça a sauté facilement avec un burin, et on ramassait et on chargeait tout ce qui se trouvait dans les compartiments. Les braqueurs sont lourdement armés, mais restent courtois, des gentlemen. Les otages les trouvent même sympathiques.
Je suis rentré, ils m'ont mis un pistolet sur le buffet, et puis je me suis mis les mains à plat, et puis j'ai attendu que ça se passe. J'ai entendu des coups de bureau. Ah oui, certainement, il y avait du matériel, oui. Il y avait une atmosphère de chantier en bas, quoi. Oui, à peu près, oui, je me croyais à l'usine d'ailleurs, ça change pas comme ça. Pendant les braquages, ils se donnent des surnoms. La glu, Coquette, la grosse. Malgré les vidéosurveillances, ils enchaînent les hold-up sans se faire identifier. Et ils osent tout, à en donner des sueurs froides aux policiers. Ces gens-là tapaient une banque le matin, pouvaient se permettre de taper une deuxième banque l'après-midi, et des fois à quelques dizaines de mètres d'un commissariat. Le gang fait des casses en opération commando. Par session de 15 jours, ils se retranchent dans 2 bases arrières. Un hôtel dans le 15e arrondissement et un studio à Belleville. Ils y cachent leurs armes, leurs butins, leurs costumes et y préparent leurs coups. Les policiers ont systématiquement un temps de retard sur les malfaiteurs. Le gros problème qu'il y avait à l'époque, c'est que très rapidement, on avait compris que nos fréquences radio étaient interceptées par des scanners qu'utilisaient ces postiches. Voilà. Et c'est bien que c'est pour ça que quand la police est arrivée, il n'y avait plus personne. C'était évident. En 5 ans, ils braquent 27 banques. Un butin total de 200 millions de francs, l'équivalent de 60 millions d'euros. Et le tout sans accroc. Les policiers se font mener en bateau. Aucune piste. En l'espace d'un mois, munis de fausses barbes et de fausses moustaches, ils auraient commis 6 braquages en région parisienne. En tout, 250 coffres vidés de leur contenu en une semaine, et toujours selon le même scénario. Pourtant, une fois, ils ont bien failli se faire arrêter. Le patron d'une banque réussit à les enfermer dans le sas de sécurité. Coincés, ils sortent l'artillerie lourde et parviennent à fuir. Les policiers ont quelques clichés de vidéosurveillance, mais rien de suffisant pour les identifier. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, pique des colères homériques et organise sa riposte. Il fait équiper les banques de détecteurs sismiques. Mais ce plan comporte une faille. L'alarme, trop sensible, se déclenche au moindre passage de poids lourd. Plusieurs fois par semaine, l'anti-gang dévale les escaliers du 36 pour rien. On entend les collègues courir dans les couloirs. On s'est dit, bon allez, encore une fausse alerte. Donc ils ont dévalé les escaliers et au bout d'une petite heure, les voilà revenus en disant, il n'y a rien, c'était une fausse alerte. Jusqu'au 14 janvier 1986. Et lorsque, vers 16h, le chef inspecteur divisionnaire est venu me voir en me disant ce coup-ci, c'est bon. Alors, il dit, tu parles de quoi? Ça y est, les gars sont dans une banque, c'est bon. Les gangsters sont en train de dévaliser une banque dans le 16e arrondissement, rue du Docteur Blanche. Le 36 envoie 67 hommes sur place. Tout le quartier est bouclé. Et ce coup-ci, la police s'est équipée de radios cryptées. Les postiches ne peuvent pas se brancher sur leur fréquence. Bernard Pasqualini ne fait pas partie du dispositif. Lui reste à la crime. Il n'intervient que si ça tourne mal. On s'est fait prêter un poste radio crypté. J'ai mis sur mon bureau pour écouter ce qui se passait. En direct, on entend tout de suite dire « Vite, le SAMU, un collègue est blessé ». Et là, on avait compris que c'était, ça y est, il y avait eu une fusillade. Tout dérape à la sortie de la banque. Un policier se croit en danger et tire. Un membre du gang est blessé et arrêté. Au même moment, un flic et un voyou s'entretuent. Les gangsters, en apparence sympathiques, sont en fait ultra violents. Bernard Pasqualini et son équipe foncent sur place. Quand on arrive, on a tout de suite le sentiment qu'effectivement règne le plus grand désordre. C'est une pagaille. Personne ne savait ce qui s'était passé. En gros, chacun avait sa version en fonction de l'endroit où il se trouvait. Les premiers éléments qui nous sont communiqués, c'est que le transport par le SAMU du collègue Vrins, mais probablement
décédé, la mort d'un malfaiteur, et donc on s'est mis en chasse de renseignements pour comprendre ce qui s'était passé avec les prises d'otages. Après 26 braquages sans faux pas, le gang des postiches commet sa première erreur. Ils ont pris 2 policiers en otage et se sont lancés à 100 à l'heure dans les rues de Paris. Été 76. Claude Cancès est commissaire à la crime. Sous ses fenêtres du 36 quai des Orfèvres, les touristes se baladent sur les bords de Seine. Claude Cancès, lui, est de permanence. Je ne m'attendais pas, et mes collègues non plus, le 29 juillet de l'année 1976, à être saisi d'une affaire qui va rester dans les annales du 36 quai des Orfèvres. Et je crois que j'étais encore au bureau lorsque l'état-major m'appelle. Il me dit « Claude, vous dérouillez, la crime dérouille d'une affaire qui paraît importante, 3 cadavres à Neuilly dans un appartement ». Ce jour-là, dans un appartement de Neuilly, on découvre 3 cadavres, ceux d'un marchand de biens, de sa femme et de leur servante. Un triple meurtre dans les beaux quartiers, c'est très inhabituel. Quand le commissaire monte au 4e étage du 54 boulevard Maillot, la scène ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Dans la chambre à coucher, les propriétaires, Émile et Eligia Bergot, gisent par terre, au pied de leur lit. Les époux Bergot se trouvaient dans la ruelle du lit de leur chambre, l'un sur l'autre. Je crois que lui avait pris 2 balles, une dans la tête, une dans l'aisselle, et elle, 2 dans la tête, une dans la pommette et une dans l'œil. Et puis, il y a aussi la femme de ménage, découverte dans les toilettes, quelque chose avec des traces de strangulation et tuée par balle aussi. On peut penser qu'elle s'était réfugiée dans les toilettes, il avait retrouvé là. Dans le salon, les fauteuils sont déchirés. Les tiroirs des commodes ont été vidés. Dans l'armoire du dressing, le petit coffre-fort a été forcé. Des diamants, des lingots d'or, la carte bleue du couple et quelques pièces de monnaie étrangères ont été volées. On ne peut pas s'empêcher tout de suite de voir l'état de l'appartement, qui a un véritable carnage fouillé, tout est déchiré, Bon, les cambrioleurs ont l'habitude de mettre du désordre, mais là, on se demande s'il n'y a pas quelque chose en plus. Claude Cancès sent que quelque chose cloche. Si c'est un vol qui a mal tourné, pourquoi l'appartement a-t-il été retourné avec une telle sauvagerie? Les policiers sentent que le scénario est plus complexe qu'il en a l'air. Ça ressemble à une exécution. C'était prémédité. Et quand on vient avec un 7,65, 2 fois 2 coups de feu sur les époux, et ça suffit. Mais les enquêteurs n'ont pas d'empreinte et les voisins n'ont rien entendu. Alors qu'ils cherchent quelques indices, le regard de Claude Cancès est attiré par une bandoulière qui dépasse du lit de la chambre d'amis. C'est le sac de Madame Bergot. À l'intérieur, une lettre. Un peintre en bâtiment confirme un rendez-vous le jour même, à 11h30, l'heure présumée du crime. L'entrepreneur s'appelle Bernard Pesquet. Ce peintre a peut-être vu quelque chose, peut-être même croisé le meurtrier. La première réaction, elle est... c'est un témoin à voir rapidement. C'est tellement énorme comme... on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'il soit l'auteur, mais enfin, disons qu'on décide donc d'entendre le plus rapidement Bernard Pesquet le lendemain matin. Dès l'aube, 2 inspecteurs de la crime se rendent à Pierrelet, en région parisienne, au domicile du peintre. Ils viennent le chercher comme simple témoin pour l'interroger au 36. Mais un appel chamboule le cours de l'enquête. Alors qu'ils ont Pesquet qu'il est dans la voiture, Fichier Central nous appelle
pour nous dire que Pesquet a été condamné à perpétuité en 1941 pour assassinat et est sorti au bout de 20 ans avec la remise de peine. 35 ans auparavant, à l'âge de 19 ans, Bernard Pesquet a sauvagement assassiné un de ses amis à Rouen. Il l'a tué à coups de barre de fer et de lame de rasoir. Et il est évident que par radio, je demande à mes collègues, vous n'avez pas passé les menottes à Pesquet. J'ai passé l'heure parce que il était condamné pour assassinat. Ça a changé tout. Celui qui ne devait être qu'un témoin du meurtre des Bergot devient le suspect numéro 1. Mais cela ne fait pas de Bernard Pesquet le tueur de Neuilly. Claude Cancès va devoir mener un interrogatoire serré pour obtenir des aveux. Lorsqu'il arrive au 36 quai des Orfèvres, ce petit homme brun provoque un malaise chez les policiers. Même le grand patron, le commissaire Pierre Ottavioli, se déplace pour voir cet homme qui intrigue. On se regarde tous les deux avec Ottavioli et sans se parler, on a dit c'est vraiment l'auteur. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le seul assassin qui, dans ma vie, m'a glacé les sangs. Vous savez, on parle souvent du criminel né. Là, j'ai eu le sentiment d'avoir affaire en face de moi un tueur né, sans avoir dit un mot. J'ai jamais vu un regard comme ça, quoi. Enfin... Les policiers trouvent sur lui un billet de train, un ticket de loto, quelques pièces de monnaies étrangères identiques à celles volées chez les époux Bergot et un portefeuille. J'ouvre son portefeuille, il y avait plein de cartes, de machins, etc. Et tout en posant sur le bureau les cartes de visite, les cartes, etc. La carte des époux Bergot. Alors, je fais comme si je fais pas attention, bien entendu. Mais là, à partir de cet instant-là, on avait la certitude qu'il était l'auteur. Seul, pas seul, mais qu'il était l'auteur. Mais Bernard Pesquet nie tout en bloc. Il explique que les Bergot sont des clients chez qui il travaille régulièrement. Cette fois-ci, il devait refaire la chambre de bonne. Leur carte bleue, il l'a retrouvée dans un livre d'échantillons de papier peint. Le couple s'en est servi comme marque-page. Pourquoi pas? C'était pas bête hein, comme explication. Malgré quelques clients, l'entreprise du suspect est en faillite. Pour Claude Cancès, l'appât du gain pourrait bien être le mobile du cambriolage. Mais Pesquet ne lâche rien. Pour être très franc, j'ai presque envie d'arrêter les interrogatoires. Parce que ça ne sert à rien. On a les éléments matériels de sa participation à ces assassinats. Sa mauvaise foi, depuis le début des interrogatoires, apparaît à chaque détour de phrase, de réponse. Voilà ce qu'il déclare sur son emploi du temps, le jour du meurtre. Le 27 juillet, vers 10-11 heures, je me suis rendu chez M. Bergot pour lui apporter un album de papier peint. Je ne suis pas allé le 27 juillet chez M. Bergot. Je m'y suis rendu le 28. En fait, j'ai dit à M. Bergot que je passerais à 11h30, mais j'ai changé d'avis entre-temps. Tiens, là, il me revient un flash. Il s'énervait par moments. Et là, je revois le Pesquet, mais j'en ai marre, vous me fatiguez avec vos questions. Voilà, tout est à l'avenant. Et in fine, je suis obligé de revenir sur mes précédentes déclarations, car je me rends compte qu'il y a des invraisemblances. Tout est comme ça. Claude Cancès a de sérieux doutes, mais il manque d'éléments solides. Bernard Pesquet est placé en cellule. Les policiers doivent maintenant trouver des preuves et l'arme du crime. Ils vont alors perquisitionner son domicile. Dans l'affaire des postiches, le dernier casse a mal tourné.
Le 14 janvier 1986, en plein milieu de l'après-midi, le gang sort du Crédit Lyonnais de la rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement. Mais cette fois, les policiers les attendent à l'extérieur. L'opération tourne à la fusillade. Un membre du gang est blessé et arrêté. Un flic et un gangster s'entretuent. Quand Bernard Pasqualini arrive, l'histoire n'est pas terminée. 2 gangsters ont pris 2 policiers en otage dans une voiture de l'anti-gang. Ils sont partis à toute vitesse, gyrophare allumé. C'est l'inspecteur Roland qui conduit. À côté de lui, un gangster le tient en joue. À l'arrière, l'inspecteur Ulmer et un deuxième gangster. Jean-Pierre Colombi est alors membre de l'anti-gang. Ce jour-là, il est posté avec un de ses collègues quelques rues derrière la banque et attend les instructions. Mais les nouvelles radios cryptées fonctionnent mal. Personne n'a pu le prévenir de la prise d'otage. Alors quand il voit arriver sur lui une voiture de police, toute sirène hurlante, il tente de leur parler pour avoir des informations, sans se douter qu'à l'intérieur, 2 membres du gang tiennent en otage 2 policiers. Ben, qu'est-ce qui se passe, les gars? On va où? Vous allez où, là? Les mecs nous ont pas répondu, ça a commencé à filer. Donc on a dit, écoutez, on va le suivre, parce que c'est bizarre qu'ils partent comme ça de ton gyro. Et à ce moment-là, on part derrière, et on voit un mouvement quand même, ça bouge dans la voiture. Et on voit Patrick Ulmer qui est collé derrière le pare-brise arrière, et on voit un calibre à la main de notre individu. Donc là, on comprend quand même qu'il se passe quelque chose. Alors nous, ce qu'on essaye, c'est quand même de garder une certaine distance, mais pour éviter de les perdre. On ne veut pas les perdre, parce qu'on sent qu'on est les seuls. Une course-poursuite s'engage. Elle se termine quelques kilomètres plus loin. La voiture des truands s'arrête brusquement. Voilà. Donc là, l'individu va s'arrêter juste avant le feu. Et là, on voit nous, on est donc juste là. Il pète la vitre arrière. Il va se mettre en joue vers nous. Il va nous tirer dessus, mais en mettant à côté de lui Ulmer, pour pas qu'on puisse tirer. Jean-Pierre Colombi ne riposte pas. Il a peur de blesser un otage. Il appelle donc du renfort. Donc je sors à ce moment-là. Pour en recevoir, il doit donner sa position. Moi, je cours pour aller là-bas. Je vais aller là-bas, tu vois. Et toujours là-bas, parce que Didier a reculé la voiture là-bas. Hop. Et je vois qu'il y a un panneau là-bas, pour vous donner le nom de la place. Et moi, je suis toujours là, comme ça, et je vois le nom de la place. Là, je percute, quand vous voyez, ça porte mon nom déjà. Donc là, je prends un petit coup de blues et d'adrénaline, parce que ça me retourne. Vous dites que c'est un signe, en fait? Voilà, je me dis que c'est un signe que je vais y rester, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas les balles me font pas peur au départ, mais dès que je vois le nom, ça me... Bon, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, et le temps que je donne à la radio le nom, la voiture démarre. Et on va le perdre dans les quelques minutes qui suivent, quoi. Donc c'est la dernière fois, nous, qu'on voit le véhicule, c'est ici. La voiture des malfaiteurs repart en trombe sur le périphérique. Ils sortent à Neuilly. Mais un de leurs pneus crève. Alors ils braquent une nouvelle voiture. C'est à ce moment-là que les policiers otages s'échappent. Un des postiches n'hésite pas à leur tirer dessus. Roland est touché d'une balle dans le dos. Ulmer s'est fait casser les dents dans la voiture. Pendant ce temps, rue du Docteur Blanche, Bernard Pasqualini commence son enquête. Donc c'est là que le dispositif de surveillance était là. Bon, il y a toujours une banque. Ouais. Depuis le 14 janvier 1986, j'ai dû quitter les lieux. Il devait être 22h, 22h30. Et en ce qui me concerne, moi, je ne suis plus revenu du tout. Moi, personnellement, ceux qui étaient sur place, on est revenus plusieurs fois parce qu'on a refait 100 fois l'histoire. On en revient parce qu'on a les boules, parce que ça s'est mal passé, parce qu'il y a eu un mort, voilà, c'est tout. Un mort dans la police, un braqueur abattu et un autre arrêté. Mais dans la confusion, tout le monde l'a oublié. Il y avait bien 1 heure que j'étais là, sur place, lorsque un gardien de la paix est venu me voir en me disant « Monsieur, qu'est-ce qu'on fait du gars qui est pincé dans le caniveau devant la banque ?» La première surprise, bon, il y a un gars qui est arrêté, personne ne me l'avait dit. Et je lui pose la question, je lui dis « Quel est ton nom ?» Il ne répond pas, j'insiste, il ne répond pas. La situation est tellement
j'ai pas le temps de m'apesantir sur ce type-là, mais je me dis, mais ta tête me dit quelque chose, quoi. Voilà. Mais ça s'arrête là. Quelques minutes plus tard, l'identité judiciaire communique son nom, Robert Marguery. Et là, je dois vous dire que dans le bureau, on fait des bonds. Après 5 ans d'échecs, les policiers ont enfin une première piste. Robert Marguery est bien connu du 36. Déjà braqueur avant les postiches, il a passé 3 ans en prison pour vol à main armée. Mais surtout, les policiers s'aperçoivent qu'ils auraient pu pincer le gang quelques mois auparavant. Le nom de Marguery était apparu dans une drôle d'histoire qui avait commencé par un appel de la direction du Flat Hotel. Et là, la femme des chambres fait le lit et trouve une arme sous l'oreiller. 3 collègues arrivent sur place, donc on leur explique ce qui s'est passé, montent à l'appartement, commencent à voir comment ils vont procéder, est-ce qu'on va mettre une planque, et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et 3 personnes se présentent, mais une derrière l'autre. L'un s'échappe immédiatement. Et ensuite, il y a eu une bagarre sérieuse entre les collègues et les voyous. Parmi eux, Robert Marguery. Il est menotté, mais profite de la confusion de la bagarre pour s'échapper à son tour. Marguery avait été identifié au Flat Hotel parce qu'il avait laissé ses papiers sur place. Bernard Pasqualini tient l'un des membres du gang. Mais il en reste 3 en cavale. En fouillant la chambre, les policiers trouvent des armes, des billets et surtout une clé. Ils espèrent que cette clé les mènera au reste de la bande. Dans l'affaire du triple meurtre de Neuilly, le commissaire Claude Cancès tient un suspect, un certain Bernard Pesquet. Mais les 48 heures d'interrogatoire ne donnent rien. Les équipes du 36 vont alors perquisitionner son domicile. Assassin frustré ou personnalité complexe, Bernard Pesquet, dans le petit jardin qui entoure sa maison, est resté impassible jusqu'au premier coup de pioche. Bernard Pesquet habite à Pierrelaye, dans le Val d'Oise. Les équipes de la crime espèrent retrouver les bijoux volés, les lingots d'or et surtout l'arme du crime. L'espace à fouiller est immense. La maison sert aussi d'entrepôt pour sa société de peinture. Bernard Pesquet arrive sous haute escorte. Claude Cancès dirige les opérations. On arrive là, une vieille baraque, un grand terrain avec un hangar, un fouillis indescriptible. Pour la première fois depuis 40 ans, l'ancien commissaire Claude Cancès et Jacques Lambé, inspecteurs à l'époque, reprennent la route vers Pierrelaye. Ce même chemin que le 12 août 1976, jour de la perquisition. Dans certains polars, le criminel revient sur les lieux du crime. C'est rare que le flic revienne sur le lieu de la scène de crime. Ça, c'est vrai. Et là, je pense que plus de 40 ans après, on revient tous les deux sur les lieux de cette affaire qui nous a marqués. Oui. C'était quand même un phénomène, ce bonhomme-là. Moi, je sais pas toi, Jacques, mais je suis complètement paumé. Là, peut-être sur la gauche, non, il y a des trucs qui ressemblent à des pavillons, un peu comme ça, là, sur la gauche, là, un peu, là. C'est là? Ah, effectivement, là, le terrain en longueur, là, ça, c'est... Ah oui, tout. Effectivement, ouais. 79 avenue de la Libération. La rue n'a pas beaucoup changé, mais la maison a été détruite. Reste le portail de l'entrée. On est en train de se demander si ce hangar n'existait pas déjà. C'est difficile de reconnaître. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nous sommes deux anciens de la police judiciaire parisienne. Oui,
Vous avez dû entendre parler dans le voisinage de Pesquet. Bah oui. On ne reconnaît plus rien, là. Le hangar était là. Oui. C'est vous Bah, il y avait l'hangar et puis il y avait la maison, là. Le jour de la perquisition, Bernard Pesquet est installé dans son salon. Il se gratte machinalement le front, se recoiffe. Mais à part ses tics nerveux, il ne bouge pas. À côté de lui, un homme, immobile. L'inspecteur Jacques Lambé. Il guette ses réactions. Ne jamais le quitter des yeux pour déceler un signe qui les guiderait. Pour lui, aujourd'hui encore, Bernard Pesquet reste une énigme. Un petit bonhomme insignifiant sur lequel on ne se serait pas retourné dans la rue si j'avais croisé. Bon, c'était M. Dupont. Vraiment, il n'attirait pas spécialement l'attention. Hein. Il regardait fixement devant lui et il était absent du déroulement des opérations. Il était imperturbable, quelles que soient les découvertes que nous pouvions faire. Et tout d'abord, ce sont les clés des époux Bergot, retrouvées sous l'appentis. Claude Cancès se souvient bien de cet endroit. La maison, elle se trouvait ici, là. Devant le hangar, avant le hangar. Là, c'était le hangar. Nous, on a gardé cette partie. C'est là où on a trouvé les clés. Là c'est un hangar. On a gardé que cette partie. Je me souviens très bien. Oui. Voilà. On a trouvé les clés de l'appartement des époux Bergot qu'il avait assassiné dans cet hangar-là. Hein. Ah oui. Ah, ouais. Avec cette première découverte, les policiers espèrent faire parler le suspect. Ce 12 août 1976, la PJ de Versailles est venue en renfort. À sa tête, le commissaire Alain Tour. C'est lui qui interroge Pesquet au sujet des clés. Monsieur Pesquet, voilà ce que nous avons trouvé dans l'appentis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Il a dit c'est impossible, c'est vous qui l'avez mis là. Voilà. Malgré cette preuve qui l'accable, Bernard Pesquet demeure impassible. Là, chez un homme normal, on voit transparaître des attitudes ou des grimaces ou quelque chose qui va le laisser transparaître que bon, là, ça le travaille. Celui-ci était complètement en dehors de l'événement. Oui. Ce premier élément à charge n'est qu'un début. Dans le hangar, les policiers retournent chaque centimètre entre les carcasses de voitures et les pots de peinture. C'est justement dans ce fameux hangar où, à un moment donné, un inspecteur exhume une boîte de boules de pétanque. Il secoue ce boîtier, en quelque sorte. Ça fait un bruit métallique. Et il y a quelqu'un qui dit « Oh, ben, c'est des boules ». Et quelqu'un d'autre qui dit « Oui, mais si c'était les bijoux, les lingots des époux Bergot ». À l'intérieur de la boîte, il y avait une rivière de diamants, la montre de platine de Madame Bergot, des lingots et des lingots. Non, lui, il était complètement froid. Ça me surprend. Je me dis, il faut être inconscient pour n'avoir aucune réaction comme ça. Alors, a-t-il une conscience? Je ne sais pas. Ce bonhomme, c'est un extraterrestre. C'est pas normal. Puis, les policiers trouvent un pistolet du même calibre que l'arme du crime. Tout confond Bernard Pesquet. Mais lui maintient froidement sa version. C'est un complot de la police. Cette journée-là a été, comment dirais-je, eu comme un morceau de musique, un crescendo. Et je me souviens avoir vu l'avocat, qui était un type très sympathique de Pesquet, se décomposer, son visage se décomposer au fil des découvertes. Il est en ce moment prostré et hors d'état de faire une déclaration intelligible sur ce qu'on a découvert. En ce qui me concerne, je puis dire que ce qu'on a découvert n'arrange pas beaucoup la défense de Pesquet, du moins quant à présent. Son avocat l'ignore encore, mais il n'a pas fini de le faire transpirer. Car Pesquet n'a pas livré tous ses secrets. Et il reste encore une pièce à fouiller.
Dans l'affaire des postiches, l'enquête de Bernard Pasqualini s'accélère. Dans une de leurs planques, les policiers trouvent une clé qui les emmène tout droit au 321 rue de Belleville. La clé n'ouvre que les parties communes. Mais les voisins leur signalent des hommes suspects au 4e étage. Les équipes de Bernard Pasqualini se mettent en planque. Les jours passent, mais personne ne vient. Alors, terminée la discrétion, les policiers montent et forcent la porte. On va donc pénétrer, bien sûr, par effraction, il faut casser la porte. Et on avait commencé tôt le matin, il commençait à se faire faim, comme on dit. Et j'ai le souvenir qu'un de mes collègues s'était rendu compte qu'il y avait, dans le compartiment congélateur, il y avait des résidus d'or, je crois. Et donc, il avait pris le paquet en disant « Tiens, je vais au moins me contenter de ça ». Et quand il avait ouvert le paquet, c'était des billets de 500 francs qui étaient congelés, quoi. Mais à côté de ça, il y avait des conserves. Et notamment un gros seau de confit de canard. Et donc, la décision a été prise par l'autorité à l'époque de cuisiner le confit de canard. Il s'est mis au fourneau et il nous a cuisiné. Enfin, il n'a fait que de le chauffer, hein, c'est tout. On a mangé, debout, rapidement, mais voilà, on a mangé dans le planque des postiches. Ouais. Mais à part un confit de canard et quelques billets congelés, les flics n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils ont trouvé la 2e planque des postiches, mais trop tard. Les gangsters se sont déjà fait la malle. Ces hommes, qui leur échappent encore, ne se quittent jamais. Ce sont des amis d'enfance. Ils se sont rencontrés et ont grandi dans ce quartier de Belleville. Adolescents, ils font leur gamme en volant de l'électroménager pour équiper leur famille. Ce sont des gens qui se connaissent, certains depuis tout petit. On ne peut pas dire que ce sont des gens issus d'un milieu bourgeois. Au contraire, ça galérait, qu'il y avait un père ivrogne, une mère prostituée. Donc c'était pas, ça brillait pas, comme on dit chez nous. Ses amis d'enfance s'appellent Robert Marguerie, André Belaïch, Patrick Jay et Jean-Claude Michka. Après le casse de la rue du Docteur Blanche, les 3 derniers postiches en cavale ont quitté le pays, ski au pied. Ils sont passés discrètement par les Alpes pour franchir la frontière italienne. Mais en Italie, ça dérape encore. Belaïch se fait arrêter dans une voiture volée avec de faux papiers. Il est emprisonné à Rome, mais ses copains, Jay et Michka, ne le laissent pas tomber. Ils organisent une évasion en volant un hélicoptère de la Croix-Rouge. Quand les gardiens de la prison de Rebibbia ont vu l'hélicoptère de la Croix-Rouge, ils ont pensé à une évacuation d'urgence, d'où une absence totale de réaction de leur part. En fait, sitôt au-dessus de la cour de la prison, une échelle de corde est descendue et 2 détenus en profitent pour faire la belle. Accrochés à l'échelle de l'hélicoptère, Belaïch et son voisin de cellule s'évadent. Quand Bernard Pasqualini apprend l'évasion de ce Français en Italie, il ressort son dossier. Il connaît bien ce nom de Belaïch, car le malfaiteur est recherché depuis 10 ans pour un braquage. Et pas n'importe quel braquage. Le premier dans l'histoire française qui s'est terminé en prise d'otage. C'était en 1975, vers la place de la République. Au cours de ce hold-up, Belaïch tue le guichetier de la banque et arrive à s'enfuir. Il est alors condamné à mort par contumace. Pendant plus de 10 ans, il fait le tour du monde avec sa compagne et sa fille et revient taper des banques avec ses copains quand il a besoin d'argent. Il immortalise même un voyage à New York le lendemain d'un casse des postiches.
L'enquête de Bernard Pasqualini reprend, en collaboration avec la police italienne. Belaïch, en Italie, avait une copine chez qui avait été arrêtée aussi après l'évasion, et différents documents ont été trouvés, notamment un document qui était codé. Et ce document codé a été décodé par les services secrets italiens pour arriver à donner une adresse en France, 28 rue des Pins à Hyères, dans le 91. Le 28, photographie. Les derniers postiches en cavale sont repérés. Leur planque est encerclée par la police. Cette fois, pas le droit à l'erreur. Dans l'affaire du triple meurtre de Neuilly, le sort de Bernard Pesquet est scellé à la fin de la journée de perquisition de son domicile. Les policiers ont trouvé toutes les preuves qu'ils cherchaient. Mais un élément trouble Claude Cancès et ses collègues. Le suspect est marié, il porte une alliance, et quelques photos de mariage sont exposées dans le salon. Il a épousé une jeune Bretonne 8 ans plus tôt, un mariage joyeux. Sur les clichés, Bernard Pesquet n'est pas l'homme au regard glaçant que les enquêteurs ont devant eux. Le jour de la perquisition, Christiane Pesquet n'est pas là. Il avait une femme. Il avait une femme. Il est marié, mais sa femme il a sa voiture blanche là. Toujours en train de jardiner, cette femme, on la voyait, elle partait en voiture, et tout. Et d'un seul coup, on s'est aperçu qu'elle n'était plus là, quoi. Selon Bernard Pesquet, Christiane a fugué avec son amant. Pourtant, ses affaires sont encore dans la maison. Pour les enquêteurs, la femme est quelque part dans la propriété. Ils se mettent à creuser le jardin à la recherche d'un cadavre. En vain. Mais reste un dernier endroit que les policiers n'ont pas fouillé. Là où il a été un peu, disons, surpris à mon sens, parce que il ne faisait pas transparaître, c'est lorsque les collègues sont allés vers la cave. Pour la première fois, Bernard Pesquet est déstabilisé. Nous sommes descendus dans la cave et dans la cave, il n'y avait pas d'objets déposés, etc. C'était une cave, je me rappelle, nickel. Le sol c'était un genre de sol sablonneux, mais très dur, très dur, très compact, et tout était lisse. On ne voyait rien, si vous voulez, de remuer. Hein, voilà. Donc, on va creuser, les outils arrivent, on commence à creuser, et à un moment donné, je remonte, volontairement cette fois-ci, pour voir quelle pouvait être éventuellement sa réaction, et je croise à nouveau son regard, et là, j'y vois l'affolement le plus complet, et vous me croirez si vous voulez, mais j'ai eu l'impression que les yeux tournaient comme ça, tellement il était dans l'affolement le plus total. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, c'est bon. Et effectivement, hein, je lui pose la question, je suppose qu'en continuant à creuser, on va trouver votre femme. Et il me dit oui. C'est le oui, il ne pouvait pas faire autrement. Voilà, c'est le oui, je suis obligé de vous le dire cette fois-ci. C'est chez moi, je ne peux pas dire que c'est vous qui avez mis les cadavres dans la cave. Hein, voilà, bon. En creusant, les policiers découvrent à une quarantaine de centimètres de profondeur le corps de Christiane Pesquet, enveloppé dans une bâche en plastique. Elle est en tenue de jardinière. Hein. Elle a un petit fichu, hein, elle a son tablier, elle a ses bottes aux pieds. En continuant à creuser, les policiers tombent sur une deuxième bâche. À l'intérieur, le corps d'un homme. Il s'appelle Henri Franqui. C'est un agent immobilier qui voulait racheter le terrain de Bernard Pesquet. Pesquet, pour justifier en quelque sorte sa présence, si je puis dire, disait qu'il était l'amant de sa femme et qu'en fait, bon, il les avait tués tous les deux à la suite d'une dispute.
Une fois les corps déterrés, le petit homme, au regard de tueur, remet son masque. Les deux branchards, ils sont passés carrément comme ici, hein, derrière le chaise. Mais, monsieur ne s'est occupé de rien, c'était pas son problème. Apparemment, c'était l'autre uniquement, mais pas lui, pas le sien. 3 meurtres à Neuilly, 2 cadavres dans la cave et un premier assassinat en 1941. L'homme entre dans la catégorie des pires tueurs en série. Les journaux le surnomment le Landru du Val d'Oise. L'autopsie révélera que le corps de Madame Pesquet était enterré dans la cave depuis 2 ans et celui d'Henri Franqui depuis quelques mois. Bernard Pesquet, ruiné, a revendu la voiture de l'agent immobilier et utilisé son chéquier pour quelques courses. Pour Henri Franqui, comme pour les époux Bergot et leurs femmes de service, le mobile du crime ou des crimes, c'était incontestablement l'appât du gain. Pour sa femme, c'était complètement différent. C'était un problème lié au couple, un problème d'ambiance. Car sa femme avait découvert son passé criminel, mais aussi son dernier secret, son homosexualité. Et elle menaçait de la révéler. Il sera déterminé d'ailleurs qu'effectivement, Madame Pesquet a été abattue d'une balle dans le dos et il l'a laissée agoniser telle que, avant de la transporter dans la cave. Monsieur Franqui, lui, sera lui aussi abattu d'une balle dans le dos. Hein? Donc ça dénote quand même comment dirais-je, c'est pas un courageux, en fait. Il veut pas voir les gens, même s'il tire, il les voit pas en face. C'est de dos, tous les deux. La dernière journée de liberté de Bernard Pesquet s'est terminée là, dans une ambiance lugubre. Sur cette photo prise pendant la perquisition, il sait qu'il risque la peine de mort. Mais à son procès, 6 ans plus tard, son avocat va jouer une dernière carte qui pourrait bien le faire sortir de prison. De son côté, Bernard Pasqualini a enfin identifié les hommes du gang des postiches. Il a arrêté Robert Marguery, et s'apprête à coincer le reste de la bande qui se cache dans une maison discrète en région parisienne, à Hyères. Alors dans la maison se trouvent donc les 4 individus qui avaient été donc aperçus par les collègues la veille. Il y a donc Belaïch, il y a Mishka, il y a G et un 4e individu qu'on identifie comme étant Esposito, celui qui avait pris la tangente avec Belaïch de la prison de Rébibia. Le coup de filet est prévu le 14 décembre 1986. Depuis 5 ans, les postiches narguent la police en s'échappant systématiquement. Alors cette fois, les enquêteurs mettent en place un dispositif exceptionnel. 8 membres de l'anti-gang, 5 de la crime, dont Bernard Pasqualini, et le RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Discrètement, les voisins sont prévenus et mis en sécurité. On nous a demandé si on pouvait passer par chez nous. On nous a mis tous réveiller les enfants dans la cuisine pour pas être sur le derrière parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il allait se passer. Et puis ils étaient installés, la police sur le balcon, puis c'est tout ce qu'on a eu. On a entendu une explosion, ça nous a réveillés. Bon, il était 7 heures puisque le réveil s'est mis à sonner en même temps. L'assaut est lancé à l'aube. L'opération est menée par le RAID. Si vous voulez, lorsqu'on entre dans le pavillon, au rez-de-chaussée, on trouve d'abord l'un des individus, et ensuite on neutralise le premier étage dans un deuxième temps, en visitant pièce après pièce, en évitant des pièges, des risques. Il n'y a pas de coup de feu. Par contre, le RAID utilise un gaz
performant, puisque ils n'ont pas eu le temps d'utiliser leurs armes. Tous les lavabos, les éviers, tous les robinets étaient ouverts, parce qu'ils avaient donc utilisé de l'eau en abondance pour se laver les yeux. Et à côté de chaque lavabo, il y avait leur arme d'opposé, mais bon, en priorité, ils s'étaient protégés quand même. Ce gaz qui, depuis, je crois, n'a plus été employé, était particulièrement performant, entre guillemets, quoi. L'opération dure quelques minutes. Les gangsters, au bord de l'asphyxie, se rendent sans résistance. Les policiers trouvent leur trésor et leur arsenal caché dans les murs. Madame, monsieur, bonsoir. Un très gros coup de filet pour la police ce matin à Hyères, dans la région parisienne. 4 truands, dont les 2 qui s'étaient évadés en hélicoptère le mois dernier d'une prison italienne. Près de 1000 bijoux en or, des lingots, des dizaines de passeports vierges, des armes, leur déguisement et 1 million de francs en liquide, soit près de 300 000 €. De quoi tenir un siège ou repartir en cavale. Les derniers membres du gang et leur complice italien, Esposito, sont immédiatement conduits au 36. Comme toujours, les amis restent soudés. Ils ne se dénoncent pas et se murent dans le silence, car ils ont en tête un dernier plan pour s'offrir une retraite dorée. Dans l'affaire Bernard Pesquet, petit peintre soupçonné d'un triple meurtre à Neuilly, l'été 1976 s'est achevé par une perquisition des plus sordides. Les policiers ont trouvé 2 autres cadavres enterrés dans sa cave, sa femme et un agent immobilier. En attendant son procès, Bernard Pesquet retourne en cellule. Pour s'occuper dans ses quelques mètres carrés, il plante du trèfle à 4 feuilles dont il fait des collages. Il exprime sa personnalité trouble dans ses dessins. Il peint des fleurs, mais aussi des personnages au regard effrayant. Et au coin d'une feuille, La Belle et la Bête. Aujourd'hui, Pesquet a 60 ans et il continue de surprendre. On a bien du mal à saisir la véritable personnalité de cet homme. Doux et paisible pour les uns, paranoïaque et pervers pour d'autres, Pesquet fait partie de ces criminels inclassables par le code pénal, ni vraiment malade mental, ni vraiment dans la norme. C'est sur ce profil psychologique que ses avocats vont bâtir leur défense à la barre des assises de Pontoise en juin 1982. Ils espèrent lui éviter la prison en le faisant passer pour fou. Même si ses dessins laissent perplexe, cette défense ne tient pas longtemps. Les psychiatres qui ont étudié ses dessins, ses collages et ses peintures ne lui avaient pas reconnu la moindre anomalie mentale, ce petit quelque chose qui aurait atténué sa responsabilité. Cette carte de la folie ne fonctionne pas. Tout au long de son procès, Bernard Pesquet continue de nier le triple meurtre de Neuilly. Pour celui de sa femme et de Henri Franqui, il plaide le crime passionnel, la déraison plutôt que l'inhumanité. Mais les 7 jurés ne voient en lui qu'un tueur de sang-froid. L'affaire Pesquet a connu aujourd'hui une conclusion sans surprise. Comme le réclamait le procureur, la cour d'assises de Pontoise a condamné Bernard Pesquet à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats avaient en vain demandé une nouvelle expertise psychiatrique. Cette fois, pas de remise de peine comme en 1961 pour son premier meurtre. Bernard Pesquet est mort à la prison de Fresnes en 2009, après 33 ans derrière les barreaux. Mais il a emporté avec lui un secret qui hante encore le commissaire Claude Cancès. On s'est toujours posé la question, et je me la pose encore, qu'a pu faire Bernard Pesquet entre 1961 et 1976? Oui, je suis intimement convaincu qu'il a commis d'autres meurtres ou assassinats, mais je ne vous en apporte pas la preuve, donc ça ne sert à rien, ça veut dire. Quelques années après l'affaire Pesquet, Claude Cancès deviendra chef de l'anti-gang, puis le patron du 36. Dans ses dossiers, l'enlèvement du baron en pin, les attentats de 1995 ou encore Guy Georges.
À la crime, Bernard Pasqualini a lui aussi, enfin, gagné la partie face au gang des postiches. Après 5 ans de traque, les derniers membres du gang sont arrêtés dans leur planque en décembre 1986. La police a mis la main sur les gangsters, mais reste à prouver qu'ils sont les auteurs d'une vingtaine de braquages et de tentatives de meurtre rue du Docteur Blanche. Personne ne les a jamais identifiés. Et à part Marguerite, personne n'a été arrêté en flagrant délit. Le dossier est tellement complexe que la procédure dure 10 ans avant que le gang ne soit appelé aux assises. Le procès s'ouvre en 1996. Les malfaiteurs comparaissent libres. Patrick Jay est le seul à ne pas se présenter. Il s'est fait la belle. Le gang des postiches devant la cour d'assises de Paris. 4 hommes devant la justice, donc, pour s'expliquer sur le hold-up sanglant d'une agence bancaire de la rue du Docteur Blanche qui avait fait 2 morts et 3 blessés. Ils sont défendus par une armée d'avocats qui osent une stratégie étonnante. Ils vont faire passer leurs clients, maintenant âgés d'une quarantaine d'années, pour des papys rangés des affaires. C'était un clan. C'était des gens qui étaient d'un certain côté courageux, qui n'avaient pas peur de se prendre des balles ou de tirer. C'était des cow-boys. Mais vous verrez les cow-boys au cours de l'audience, ils sont fatigués, les cow-boys. Ils sont très fatigués. Ils ont en quelque sorte des dents élimées et ils n'ont plus les dents qu'ils avaient avant parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont fatigués. Comme il est impossible de leur attribuer les 27 braquages, faute d'éléments à charge, le juge se concentre sur les tout derniers casses et surtout sur celui de la rue du Docteur Blanche. Avec le butin retrouvé dans leur dernière planque, les postiches sont obligés de reconnaître certains hold-up. Mais le manque de preuves va jouer en leur faveur. Verdict, 12 ans de prison pour Marguerite et Mishka, 8 ans pour Belaïch. Quant à Patrick Jay, en cavale au moment du procès, il est finalement arrêté en 2004. Sa fuite lui coûte cher, 17 ans de prison. Ils partent en cellule plutôt sereins, car ils ont assuré leurs arrières. Un magot les attend à leur sortie de prison. Le butin retrouvé dans leur planque de hier n'est en fait qu'une partie de leur trésor. Mishka a caché le reste dans un bac à fleurs d'un cimetière. Une fortune, l'équivalent de 2 millions d'euros. De quoi couler des vieux jours au soleil. Mais un énorme coup du sort va tout faire capoter, car dans le groupe, il y a une brebis galeuse. Un homme qui ne fait pas partie du clan des amis d'enfance, Esposito. Celui qui s'est évadé avec Belaïch en Italie. Les postiches lui ont révélé leur secret, mais il n'a pas le même code d'honneur et va les trahir sans scrupule. Depuis sa cellule de Fleury, Esposito organise un plan. Voler le magot avant leur sortie de prison. Il en parle à son codétenu, qui lui propose l'aide d'un ami. Cet ami, c'est le tueur en série, Michel Fourniret. L'enquête progresse sur les agissements de Michel Fourniret. Selon le quotidien Libération, le tueur en série présumé aurait pu rassembler un trésor de guerre par l'intermédiaire du gang des postiches qui s'en prenait aux banques dans les années 80. Fourniret suit les instructions d'Esposito. En 1988, il récupère le trésor dans le cimetière, mais garde le butin pour lui et l'investit immédiatement. Comment Michel Fourniret a-t-il acheté le château du Sautou? Cette question taraude depuis des semaines l'esprit des enquêteurs. Comment Michel Fourniret a-t-il fait pour débourser 1 500 000 francs de l'époque cash, moins d'1 an après sa sortie de prison en 1987? Mishka ne se remettra jamais de la perte de ce butin. Mishka, lui, a frôlé la folie pour finalement se suicider dans un local de poubelle à Pantin. Quant aux autres membres du gang, après avoir eu des millions entre les mains, ils mènent aujourd'hui une retraite sans faste. Alors il y en a un qui s'est occupé d'éléphants en Thaïlande. Ça, c'est Marguerite. Belaïch sillonne les rues de Paris sur son scooter à la recherche de 33 tours et de vinyles. J'ai été en prison. Il doit toujours être en prison. Ultime rebondissement de l'histoire d'un gang devenu mythique. Un gang qui a marqué la carrière de Bernard Pasqualini.
C'est miraculeux qu'il n'y ait pas plus de massacres dans cette affaire-là. C'était de la folie. Quand ils sont sur le périph' et qu'ils tirent comme des fous, ils peuvent tuer n'importe qui. Voilà, quoi. Alors on a beau dire, ouais, ils n'ont jamais tué personne. Enfin oui, ils ont tué. Mais bon, mais franchement, quand ils montaient, certains étaient chargés à la coque. Après le gang des postiches, Bernard Pasqualini intégrera l'antiterrorisme. Il travaillera aux côtés de Claude Cancès sur les attentats de 1995 et sera en première ligne lors des émeutes de 2005.